Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo, et bien sûr de très belles lectures. Pour ma part, je suis comme toujours bien évidemment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer d'abréger au maximum cette intro parce que là, on est sur l'update lecture le plus grand jamais fait sur la chaîne, je pense. Tout simplement parce que, je vous l'ai déjà dit, je travaille dans une boutique cadeau, donc vous vous doutez bien que la période fête de fin d'année, ça a été assez intense au niveau travail. Je lisais quand même pas mal, mais j'avais pas du tout le temps de me poser, de vous tourner des vidéos. Aujourd'hui, je profite de mon jour de repos pour me poser avec une bonne tasse de thé. Et vu la longueur que risque de faire cette vidéo, même si je vais essayer d'éviter qu'elle ne dure une heure, et bien je vous invite chaudement à vous joindre à moi si vous en avez envie. Pour ma part, je me suis fait un petit thé de Noël de chez Compagnie Coloniale. Si vous aimez le thé, je vous recommande chaudement, c'est vraiment l'un de mes préférés. Et petite nouveauté, je pense que cette année, on va continuer sur cette base-là parce que ça devient trop compliqué pour moi de faire des updates lecture et des updates BD manga. J'ai plutôt tendance quand c'est comme ça à laisser les bandes dessinées, les mangas de côté pour faire un petit tas, vous en reparler quand j'en aurai suffisamment assez, et ce qui fait qu'ils traînent, que j'ai rend à la médiathèque, que j'y pense plus et qu'il y a plusieurs bandes dessinées, plusieurs mangas. C'est comme ça que durant l'année 2019, il y a plein de bandes dessinées, de mangas que j'ai lus et je vous ai pas forcément parlé et c'est une chose qui me chagrine un petit peu puisque j'adore partager avec vous mes avis lecture, que ce soit des albums, que ce soit des romans, des bandes dessinées et des mangas. Donc maintenant on va faire au plus simple, tout va être regroupé ensemble, si ce n'est les albums qui resteront dans des vidéos update album, parce que je sais que ça c'est quelque chose qui n'intéresse peut-être pas forcément tout le monde. Bon, j'avais dit qu'on allait essayer d'abréger l'introduction, donc on va commencer sans plus tarder avec les romans. Et le premier livre que j'ai lu, c'est Les Marionnettes du Destin de Marie-Bernadette Dupuis, paru ici aux éditions France Loisirs. C'est une belle petite brique, c'est le 4e tome de la saga Valjalbert. Pour vous résumer assez rapidement la saga Valjalbert, de toute façon on est sur un tome 4, donc bien sûr je ne vais pas rentrer dans les détails. On y suit le personnage de Marie-Hermine qui, lorsqu'elle était bébé, va être déposée par ses parents sur les marches du couvent-école de Valjalbert, enveloppée dans une fourrure d'Hermine avec juste un petit mot. Cet enfant s'appelle Hermine, merci de prendre soin d'elle. Elle va donc être recueillie par les sœurs qui gèrent ce couvent-école. Elles vont l'éduquer, Hermine va vraiment avoir sa place dans ce petit village ouvrier perdu au milieu du Québec. Et en grandissant, on va découvrir qu'elle a un don incroyable pour la chanson, et donc c'est toute la vie de Marie-Hermine que l'on suit depuis ce fameux moment où elle a été recueillie lorsqu'elle était bébé, et dans ce tome 4 elle a peut-être la trentaine d'années il me semble, peut-être les 28-30 ans. Cette saga c'est l'histoire d'Hermine comme je vous disais, c'est aussi l'histoire de Valjalbert, c'est aussi l'histoire de ce petit village, mais tout ça se mêle à l'histoire avec un grand H, vous vous en doutez bien, puisque on commence le livre dans les années 1910-14, quelque chose comme ça. On est au moment de la grippe espagnole et là, dans ce tome-ci, on est dans les années 1940. On est plongé en plein cœur de la Seconde Guerre mondiale. Je ne vous spoile rien, hein, au niveau des dates, on s'en doute un petit peu. Et ce 4e tome, c'est pour l'instant mon préféré de la saga. Le tome 3, je trouvais qu'il traînait un petit peu en longueur par moment, j'avais été un petit peu déçue sur certains aspects, il y a des personnages qui me tapaient un petit peu sur le système. Bon, bien sûr, hein, les personnages qui me tapaient sur le système dans le tome 3 me tapent encore un petit peu sur les nerfs dans ce 4e tome, mais il y a eu tellement d'émotions, il y a eu tellement de rebondissements, de révélations, voilà, j'ai vécu tellement de choses avec Marie-Hermine, j'ai vécu tellement de choses dans ce 4e tome, ça a été un coup de cœur tout simplement, je l'ai vraiment adoré, ça a été un plaisir de retrouver bien sûr tous les personnages, de retrouver le village de Valjalbert. Marie-Bernadette Dupuis est vraiment très douée pour les descriptions, parfois on est complètement immergé au Québec. C'est vraiment une lecture que j'aime énormément faire quand le froid est vraiment de retour. Je sais pas si c'est le fait que ce soit une petite brique, c'est un livre qui dure assez longtemps, je sais pas si c'est l'ambiance québécoise, mais j'ai juste terriblement hâte de lire le 5e tome, même si ça me fait un petit quelque chose parce que c'est une saga en 6 tomes, donc je me rapproche doucement mais sérieusement de la fin, et voilà, ce moment où je devrais déjà dire au revoir à tous ces personnages, bah, ça me fait quelque chose. Je retourne chez ma grand-mère dans une semaine en Bretagne, elle a toute la saga, donc je vais bien sûr emprunter le 5e tome. Je pense qu'une fois que j'aurai ma possession, il va pas traîner très longtemps. Ce que j'ai apprécié dans ce tome-ci, c'est qu'il était aussi vraiment très crédible. Et ça, j'ai beaucoup aimé, même si certaines choses se déroulent parfois un petit peu trop facilement, c'est un petit peu gros, mais c'était le cas dans les tomes précédents également. Ça m'a moins dérangé. C'est vrai que dans le tome 2 et dans le tome 3 notamment, on a une petite touche surnaturelle qui débarque, mais surtout, on a des choses qui sont vraiment
énormes, des choses que j'ai trouvées mais complètement improbables, des hasards qui sont bien trop gros pour être crédibles, et dans ce tome-ci on est vraiment à nouveau ancré dans la réalité et les personnages ils vont vivre des choses qui ne sont absolument pas faciles. Ça m'a vraiment beaucoup émue, il y a des passages qui sont vraiment très très durs, comme je vous disais ça a été un ascenseur émotionnel, ça a été juste génial, donc je suis vraiment très très contente d'avoir commencé cette saga. Et une fois terminée, je pense que bien je me lancerai dans une autre saga de cette autrice parce que j'aime vraiment beaucoup son style. En parallèle de ma lecture des marionnettes du destin, j'ai aussi lu 13 à table, c'est l'édition de cette année, donc 13 à table c'est un livre qui sort chaque année au mois de décembre il me semble. C'est un petit recueil de nouvelles qui coûte 5 € et les 5 € que vous dépensez pour l'achat de ce livre vont être versés au Resto du Cœur. Un livre, c'est 4 pas achetés, c'est l'occasion de lire des nouvelles, de découvrir des auteurs, tout en faisant une bonne action. Je vais pas mentir, les nouvelles, c'est pas du tout le genre que je préfère. Je pense qu'avec la poésie, c'est même celui avec lequel j'ai le plus de mal, puisque j'ai toujours cette impression de rester un petit peu sur ma faim, voilà, qui manque quelque chose, que c'est trop peu. Voilà, une nouvelle, c'est peut-être une dizaine de pages en moyenne, et j'ai pas le temps de m'attacher au personnage, quelque chose qui me happe, quelque chose qui arrive vraiment à capturer mon attention, bah j'en veux plus en fait tout simplement, donc on est toujours un petit peu dans cet entre-deux pour moi avec les nouvelles, mais c'est aussi l'occasion de découvrir de nouvelles plumes, comme je vous disais, de nouveaux auteurs, puis je l'achète, c'est la bonne action, je vais pas le laisser traîner forcément sur mes étagères, j'ai envie de le lire aussi. L'édition de cette année, le thème s'était centré sur le voyage. On partait pas forcément très bien parce que pour moi, ça me faisait pas penser aux fêtes de fin d'année, ça me faisait pas forcément penser à Noël, et c'est vrai que quand on est pendant le mois de décembre, j'ai envie de romance, j'ai envie de livres qui se passent dans la neige, j'ai envie de livres qui ont cette petite touche de magie. Voilà, j'ai envie de livres de fin d'année, et pour moi, les livres, les nouvelles sur le thème du voyage, je me les réserve peut-être pour le printemps-été. Je sais que j'aime bien lire mes lectures selon les saisons. Faut essayer, il faut voir, et ça m'a en effet permis de faire de très belles découvertes. Je pense notamment à la nouvelle qui a été écrite par Éric Giacometti et Jacques Raven, qui sont deux auteurs que je ne connais absolument pas, mais je l'ai trouvée terriblement d'actualité, je l'ai trouvée percutante, je l'ai tout simplement adorée. Celle de Michel Bussy, je l'ai beaucoup aimée aussi. Ce que j'aime quand j'ai des nouvelles, c'est les nouvelles à chute, et Michel Bussy est vraiment très doué pour les fins qu'il laisse sur les fesses, et encore une fois, il a vraiment réussi. Celle de Romain Puertolas aussi m'a beaucoup plu, elle m'a fait rire, elle m'a fait sourire, elle est passée juste tellement vite, je l'ai vraiment adoré. À côté de ça, bien sûr, on a 16 nouvelles, donc elles peuvent pas toutes être des coups de cœur, elles peuvent pas toutes me plaire, il y en a forcément qui m'ont déçu, il y en a forcément avec lesquelles j'ai un petit peu moins accroché, c'est le jeu, c'est comme ça. D'ailleurs, petite parenthèse, il me semble que dans les premières éditions, 13 à table, le but c'était qu'il y ait 13 auteurs, donc je sais pas, maintenant on devrait l'appeler 16 à table peut-être. J'ai pas compris pourquoi il y avait 16 nouvelles, sachant que celle d'Éric Giacometti est écrite à 4 mains en plus. Ça fait donc 17 auteurs, donc ils sont 17 à table. Voilà, petite parenthèse, j'ai pas forcément compris, mais c'est pas grave, on s'en fiche un petit peu. Je vous disais donc qu'il y a certaines nouvelles à côté desquelles j'étais complètement passée. Et à ma plus grande surprise, il y a celle de François Despenoux. Alors François Despenoux, c'est un auteur que j'aime énormément. J'aime beaucoup sa plume, j'aime beaucoup son style. Et je pense que c'est voulu de la part de l'auteur. Dans sa nouvelle ici, on suit un personnage qui ne parle qu'en anglicisme. Tout le temps. On a des mots anglais à chaque phrase, et peut-être même 3-4 mots anglais par phrase. J'ai trouvé ça illisible. Ça m'a saoulée, je n'en pouvais plus, et j'ai fait ce que je fais très rarement, j'ai sauté les pages. Voilà, j'ai sauté des pages et des pages pour arriver à la fin du livre, et au vu de la chute, je comprends que c'était complètement voulu de la part de l'auteur. Mais voilà, malheureusement je suis passée à côté parce que toute la partie avec les anglicismes, j'ai eu beaucoup de mal à la digérer. Donc j'ai laissé un petit peu cette nouvelle là de côté, et malheureusement il y en a une autre que je n'ai pas du tout lue, c'est celle de Camille Pascal. C'est une nouvelle qui va parler d'une impératrice. Alors apparemment Camille Pascal c'est un auteur qui est agrégé d'histoire, et je trouvais qu'on rentrait vraiment dans des détails très pointus au niveau histoire. La période dont il traite, c'est pas une période sur laquelle je suis forcément calée, c'est pas l'une des périodes sur laquelle je lis le plus, sur laquelle je m'intéresse le plus, donc j'étais complètement larguée, j'étais vraiment à côté. Je pense que c'est une nouvelle pour les personnes qui se passionnent de cette période-là. Je saurais même pas vous dire de quelle période il s'agit en fait, mais j'ai juste complètement décroché, c'était trop pointu, j'arrivais pas à me transporter en fait dans l'univers de l'auteur. Donc voilà, dans l'ensemble il y a eu de très belles découvertes, il y a eu des lectures un petit peu moins bonnes, mais bon c'est normal, c'est pas grave, je suis quand même contente d'avoir fait cette petite lecture là. Après ça j'avais envie quand même de me lancer dans une romance de Noël. Ça y est, on était vraiment dans l'ambiance, le froid, la période commençait vraiment doucement à s'installer, donc c'est comme ça que je me suis plongée dans All I Want for Christmas de Emily Blaine, paru aux éditions Harlequin dans leur collection
et H. Énorme déception pour ce livre, malheureusement, alors qu'Emily Blaine, c'est une autrice dont j'ai entendu beaucoup de bons avis, notamment sur certaines de ses sagas. J'ai entendu à plusieurs reprises dire que c'était une très bonne autrice de romance, donc je me suis dit, voilà, Emily Blaine, petite romance de Noël, ça va être choupi trognon, ça va passer vraiment tout seul. Et malheureusement, ça l'a pas trop fait, et j'aurais regardé sur Livre Addict avant de me lancer dans cette lecture. J'aurais vu que les avis sont dans l'ensemble assez mitigés, et malheureusement, pour ma part, je vais rejoindre ces avis mitigés parce que, voilà. C'est une lecture qui est en grande partie faite de dialogue, donc ça se lit assez rapidement. On y suit une femme qui est très proche de sa bande de potes, donc son ancienne colocataire à l'université, le frère de cette dernière et l'ancien colocataire de celui-ci. Elle a tout ce qu'elle peut avoir, mais il lui manque quand même l'amour. Elle n'a pas l'amour avec un grand A dans sa vie, jusqu'à ce que, à l'approche des fêtes de fin d'année, une révélation se passe et je ne vous en dis pas plus. C'est pas une lecture qui m'a marquée parce que je ne me souviens même plus du prénom de la protagoniste. Même si j'ai bien aimé l'aspect bande de potes qui se regroupent, les dialogues, parfois il y a des petites punchlines, c'est assez sympa, c'est assez rigolo. On a l'épilogue du point de vue masculin, mais malheureusement j'ai trouvé que c'était terriblement prévisible. C'est peut-être à partir de la 3e, 4e page du roman que je me suis dit allez, bim bam boum, ça va se finir comme ça, c'est fait. Arrivé à la moitié du roman, on était déjà rendu à ce que j'avais prévu. J'ai trouvé qu'il y avait aucune surprise, aucun rebondissement et que ça virait complètement dans le roman érotique. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. En prenant ce livre, j'avais envie d'une romance, j'avais envie de quelque chose avec des sentiments, avec de l'émotion, avec du mielleux, voilà, quelque chose qui réchauffe un petit peu le cœur. C'était peut-être un petit peu le cas pendant la première moitié et la deuxième moitié, on était juste dans de l'érotisme, dans du sexe pour du sexe. Alors attention, le roman érotique, c'est pas un genre que je déteste plus que ça. J'en ai déjà lu, j'en lis de temps en temps, j'en lirai sûrement encore. Mais c'est pas ce que je voulais lire en prenant ce livre, donc ça m'a un petit peu refroidi. Et c'est vraiment des pages et des pages, des chapitres et des chapitres de scènes de sexe vraiment détaillées, descriptives, et j'en ai pas franchement vu l'utilité. J'ai pas franchement vu ce que ça apportait à l'histoire, ce que ça apportait au livre. Voilà, j'ai trouvé ça bof, je suis passée à côté. En plus de ça, All I Want for Christmas, mis à part que ça se passe pendant les fêtes de fin d'année, il y a un tout petit moment où ils vont chercher un sapin, l'ambiance de Noël, je l'ai absolument pas ressentie. Je laisserai une autre chance à Emily Blaine, puisque apparemment c'est loin d'être son meilleur livre. Il y a certaines de ses sagas qui sont beaucoup mieux. Donc on verra bien au prochain épisode. On continue dans les romances de Noël cette fois-ci avec une romance que j'ai beaucoup aimée, dans laquelle l'esprit de Noël est vraiment très présent. Il s'agit de Tendre veillée de Scarlett Bailey, paru chez Milady. On suit dans cette histoire le personnage de Linda qui est avec son copain Steve depuis un petit moment maintenant. Ils ont décidé d'aller fêter Noël dans une espèce de grand manoir que l'une des amies de Lydia a acheté pour faire chambre d'hôte. Elle ouvre bientôt sa chambre d'hôte, donc recevoir ses amis pendant cette période de l'année, c'est un petit peu faire un petit coup d'essai, tester sur des gens de sa connaissance pour avoir des avis. Cadre idyllique, la neige, le manoir, champ de Noël, le sapin, c'est décoré, c'est juste magnifique, vraiment le paysage de rêve. Avant de partir pour ses fameuses vacances, Lydia va découvrir dans le tiroir à chaussettes une bague de fiançailles de chez Tiffany et elle sait donc que son petit ami très probablement risque de la demander en mariage à ce moment de l'année. Elle commence à se poser quelques petites questions. Est-ce qu'elle a vraiment envie de se marier avec lui? Elle ne dit rien, ils partent, ils se retrouvent dans cette fameuse maison entourés des meilleurs amis de Lydia et de leurs compagnons respectifs. En parlant de ses amis, il y a l'une d'elles qui s'appelle Johanna, qui est une grande star de la télévision, qui a plutôt tendance à enchaîner les hommes. Elle s'est jamais vraiment stabilisée dans une relation, mais là, elle emmène son petit copain du moment et dit à ses amis que c'est vraiment très sérieux avec lui. Donc elle tient vraiment à leur présenter cet homme. Et cet homme n'est autre que l'un des ex de Lydia, ce que aucune des autres filles ne sait. La tempête de neige va s'intensifier et tout ce beau petit monde va se retrouver coincé un petit peu dans le manoir. Je ne vous en dis pas plus. C'est un livre duquel je ne savais presque rien en plongeant dedans et ça a été vraiment une superbe romance de Noël comme je les aime. On n'est pas dans le mielleux, on n'est pas dans le pathos non plus, on n'est pas dans le cheesy, on n'est pas non plus dans la romance érotique, le cliché, le prévisible, toutes ces petites choses que j'ai pas forcément appréciées dans le roman dont je vous parlais juste avant. C'est de l'émotion, c'est du rire, c'est de la vie, on va parler de maladie, on va parler de deuil, on va parler de gestion d'une famille, on va parler de séparation, voilà, tout un tas de sujets qui sont vraiment très bien abordés à travers des personnages qui sont tous
très attachant et c'est un livre qui rappelle les vraies valeurs de Noël. Noël, c'est pas être pourri gâté, c'est pas manger énormément au point d'en avoir mal au ventre. Noël, c'est le partage, c'est l'amour, c'est l'amitié, c'est l'entraide. Voilà, c'est un livre qui ramène vraiment à ces valeurs-là. C'est un livre qui réchauffe le cœur, le tout saupoudré de neige, de paysages idylliques, de magnifiques descriptions. C'est le premier et unique livre pour l'instant qu'a pu écrire Scarlett Bailey et je vais vraiment surveiller ses parutions. Il est sorti il y a quelques années maintenant, donc j'espère de tout cœur qu'elle va continuer à écrire, qu'elle va nous proposer d'autres livres, pourquoi pas d'autres romances dans cet esprit-là, parce que c'était vraiment génial. Et on peut pas se dire en lisant ce livre que c'est le premier livre de l'autrice. C'est vraiment bien mené, suspense, rebondissement, action. J'étais surprise à plusieurs reprises au niveau des personnages, aucun n'est noir, aucun n'est blanc, ils sont tous en nuances. Certains personnages qu'on déteste à certains moments, à d'autres, ben finalement on les comprend un petit peu. Puis, en bref, tous ces personnages, ils sont terriblement humains et ils sont terriblement bien décrits. C'est vraiment une lecture avec laquelle j'ai passé un très bon moment. J'ai ensuite lu un tout petit livre qui s'appelle Aunt Sass Christmas Stories de P.L. Travers, qui est entre autres l'autrice de Mary Poppins. Alors en prenant ce livre, je m'attendais à trouver 3 petites histoires de Noël écrites par l'autrice de Mary Poppins. Je me suis dit, voilà, en période de Noël, de la jeunesse comme ça, avec une petite touche de magie, ça va vraiment passer tout seul, ça va être magique, ça va être génial. Sauf que, attention, si vous pensez comme moi, ce n'est absolument pas le cas, ce n'est pas forcément des histoires de Noël, même si au vu de la couverture, au vu du titre, on pourrait clairement le penser. Il s'agit en fait là de 3 petites histoires qui sont en partie autobiographiques puisque l'autrice va nous parler de 3 personnes qui ont marqué son enfance en Australie. 3 récits de choses qu'elle a vécues, des récits donc vraiment très personnels, et elle offrait l'une de ces histoires à son entourage à Noël. Donc c'était quelque chose de vraiment très privé, quelque chose qui n'était pas forcément destiné à la publication. Donc le premier personnage c'est donc sa tante, Aunt Sass, le deuxième personnage c'est un cuisinier et le dernier c'est un cavalier. Si ce livre a pour sous-titre Christmas Stories, ce n'est donc pas parce qu'il s'agit d'histoires de Noël comme j'ai pu le penser, mais tout simplement parce que c'est les histoires qu'elle offrait en fait en cadeau à Noël. Bon, malgré tout, même si on ne parlait pas de Noël, même si j'ai pas retrouvé cette ambiance de Noël que je m'attendais à découvrir, j'ai passé un très bon moment. Après, il me semble que c'est une autrice du 19e siècle, donc même si ça reste jeunesse au niveau de la plume, au niveau du style, au niveau des tournures de phrases, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve, c'est quand même quelque chose qu'on ressent. Donc si vous débutez vos lectures en anglais, c'est peut-être pas forcément un livre avec lequel je vous conseillerais de commencer, mais personnellement j'ai passé un bon moment, c'était divertissant, il y a certaines histoires qui m'ont plus marqué que d'autres. Je pense que la dernière avec le cavalier, je suis un petit peu passée à côté malheureusement. C'est sympa et touchant, mais c'est pas des lectures qui vont rester forcément longtemps dans ma mémoire. Malgré tout, ça m'a donné bien envie de découvrir le livre original de Mary Poppins, donc sait-on jamais, peut-être que ce sera durant cette année. Et on termine les romans avec le dernier livre que j'ai lu durant l'année 2019 et un petit coup de cœur pour cette romance. Il s'agit de Pas si simple de Lucie Castel, paru aux éditions Harlequin dans leur collection E.H. J'ai tellement aimé ce roman que je l'ai terminé à minuit 30. En fait, voilà, je voulais vraiment le finir, je ne pouvais absolument plus le lâcher. Dans ce livre, on y suit le personnage de Scarlett et sa sœur Mélie, diminutif donc de Mélanie. Bien sûr, leur mère est incroyablement fan, d'autant on emporte le vent, c'est pour ça qu'elles sont appelées comme ça. Elles sont parties à Londres et doivent rentrer à Saint-Malo chez leur mère. Leur père vient de décéder donc pour les fêtes de fin d'année. Malheureusement, grosse tempête de neige, elles se trouvent complètement bloquées à l'aéroport, les avions sont reportés. Scarlett, en allant aux toilettes, elle se trompe un petit peu de porte et va dans les toilettes pour hommes. C'est là qu'elle va le faire la connaissance de William, un homme qui est un quart français, 3 quarts britannique, et petit à petit ils vont commencer à échanger, à discuter et ils vont se mettre d'accord pour passer le réveillon de Noël donc à Londres chez William. Je vous en dis pas plus, pareil, c'est tout ce que j'en savais en découvrant ce livre, tout ce qu'en dit en tous les cas la 4e de couverture, mais là, j'ai découvert une nouvelle autrice chouchoute, je pense. J'ai hâte de découvrir d'autres livres de cette autrice. Il s'agissait en plus ici de son premier roman, et comme pour Temps de réveiller, vraiment, j'aurais pas pu deviner en lisant ce livre qu'il s'agit de son premier roman parce que tout est bien dosé, tout est bien maîtrisé, les descriptions, les personnages ont vraiment une psychologie développée. C'est un livre qui m'a fait rire, sourire. J'étais bien dans cette lecture, j'étais bien dans cet univers-là, et en allant voir sur Livre Addict les autres livres qu'elle a pu écrire, j'en ai rajouté déjà 2 à ma wishlist qui me tentent énormément. Dans ce livre, on a vraiment l'ambiance de Noël à Londres, c'est magique, de magnifiques descriptions, mais on a surtout des personnages
hilarant, des personnages complètement barrés, complètement déjantés. Pour certains, je pense notamment à la famille de William, on a des punchlines presque à chaque page. C'est un livre qui m'a fait rire, qui m'a fait sourire, vraiment qui m'a donné la pêche, qui m'a mise de très très bonne humeur, et à d'autres moments qui m'a aussi serré le cœur. C'est un livre mielleux, chamallow, et dans les quelques passages où ça pourrait devenir un peu mièvre, la protagoniste se moque d'elle-même, donc ça contrebalance un petit peu, mais c'est un livre qui va aborder aussi beaucoup de sujets. On va parler du deuil, vous en doutez bien, et du fait que ça peut vraiment être compliqué de célébrer Noël, d'être dans cette ambiance pleine de réjouissance, pleine de joie, de paillettes, de bonne humeur, alors qu'on est en train de faire le deuil de quelqu'un, alors qu'on sait que cette personne, bien sûr, ne sera pas à nos côtés durant ce Noël, partagera pas cette joie avec nous. Un livre qui va parler de coming out, un livre qui va parler de bisexualité, un livre qui va parler de relations toxiques, un livre qui va parler de dépression, un livre qui va traiter vraiment de beaucoup de sujets, et j'ai vraiment beaucoup aimé la manière dont chacun d'entre eux a été traité. C'est vraiment une lecture que je ne peux que vous recommander chaudement, vivement, même si Noël est passé. C'est une lecture qui vaut le détour, c'est une lecture qui réchauffe le cœur, qui fait du bien, c'est délicieux, c'est un petit bonbon, un régal, c'était vraiment génial. On va maintenant terminer cette vidéo avec les bandes dessinées et les mangas, et je vais passer assez rapidement dessus je pense, puisque pour certains je les ai lus il y a un petit moment maintenant, je m'en souviens plus de façon vraiment très très nette, et aussi parce que mon téléphone vient de me dire que la vidéo commence à être longue et qui commence un petit peu à saturer niveau mémoire, donc on va se dépêcher et on va commencer avec un manga. J'ai lu le tome 8 de Une sacrée mamie de Yojishi Shimada et Saburo Ishikawa aux éditions Delcourt dans leur collection Akata. Alors ça c'est une série de mangas dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises sur la chaîne, une série de mangas que j'aime vraiment énormément. Partie autobiographique puisque l'auteur Yojishi Shimada va nous parler de son enfance. On est dans les années 50-60 il me semble. Il vivait avec sa mère et son petit frère à Hiroshima, mais elle avait plus forcément les moyens de subvenir aux besoins de ses deux enfants. Donc elle a choisi d'envoyer son fils aîné, qui est représenté dans ce manga par ce personnage-ci qui est le personnage de Akihiro, chez sa grand-mère à Saga, un tout petit village en pleine campagne au Japon, puisque elle pense à la campagne, ils ont des fruits, ils ont des légumes, ils ont tout ce qu'il faut, ça pousse, pas forcément besoin d'acheter. Seulement il se trouve que la grand-mère est assez pauvre matériellement parlant, puisque autrement elle est d'une richesse incroyable, et c'est toutes ces leçons sur la pauvreté, sur la vie qu'elle partage avec ce petit-fils dont la vie va se retrouver complètement chamboulée. On suit ses histoires à l'école, voilà, sa vision de la vie qui va changer. En plus de ça, c'est un grand gourmand, il ne pense qu'à manger, donc pas toujours évident pour lui. C'est une série de mangas juste géniale, c'est un petit bonbon, un petit délice, c'est plein de tendresse, de délicatesse, d'humour, il y a des moments qui sont extrêmement touchants. Dans ce tome-ci, on va d'ailleurs avoir l'arrivée d'un siphon. Voilà, dans ce village, c'est aussi toute une ambiance d'entraide. On va suivre ce petit garçon aussi à l'école, ses histoires avec ses copains. Il a cette vision d'enfant, il a cette innocence de l'enfance, et en même temps, il est obligé, au vu des situations, de grandir tellement vite, de prendre tellement vite en maturité. Et cette grand-mère, elle est tellement touchante, elle est tellement bouleversante. Voilà, c'est une saga de manga coup de cœur et je savoure vraiment chacun des tomes. Ça faisait longtemps que j'avais pas emprunté un tome d'une sacrée mamie, je laissais passer un petit peu de temps. Je vais doucement, tranquillement m'approcher de la fin de la saga. C'est une saga terminée, mais si vous ne connaissez pas, vraiment, je vous recommande chaudement. Je vous montre un petit peu quand même quelques illustrations. C'est jeunesse, donc bien sûr c'est écrit assez gros, mais voilà. C'est toujours un plaisir, c'est toujours un bonheur de retrouver Yoshihiro, de retrouver sa grand-mère, de retrouver Saga, de retrouver l'école, tous les personnages. Un bijou, tout simplement. On va maintenant passer aux bandes dessinées, des bandes dessinées que j'avais empruntées un petit peu au feeling, au hasard, et c'est comme ça que je me suis retrouvée avec deux nouvelles sagas bandes dessinées en cours, mais c'est pas grave. Donc la première, c'est la saga Astrid Bromure, donc là je vous présente le premier tome. Astrid Bromure, comment dézinguer la petite souris, c'est de Fabrice Parme, paru aux éditions Rue de Sèvres. Alors on y suit le personnage de Astrid de Bromure, je pense qu'on est dans les années 1900 ou 1950. En tous les cas, on est à une époque où clairement l'ordinateur, l'iPad, toutes ces choses-là, ça n'existait pas. Et on y suit le personnage d'Astrid Bromure, qui est la fille d'un couple de bourgeois assez aisés, je pense. Elle a une gouvernante, un homme à tout faire, et elle ne manque clairement pas d'imagination. Là, elle a une dent qui bouge dans ce tome-ci, mais elle est persuadée, contrairement à ce que ses domestiques peuvent lui dire, que la petite souris, elle n'existe absolument pas, donc elle va échafauder tout un plan pour capturer cette fameuse petite souris, si elle existe, et ça part dans quelque chose de complètement barré. J'aime énormément les illustrations, les teintes de couleurs choisies, le personnage d'Astrid est vraiment attachant, drôle,
pétillant. J'ai passé un très bon moment. Même si on pourrait se dire que cette bande dessinée est assez simplette, que voilà, c'est une histoire, ça n'a rien de bien fou, et bien mine de rien, on va parler de l'influence que peut avoir la publicité sur les enfants. Un très bon moment de lecture. Très bon moment de lecture également avec une autre série de bandes dessinées que j'ai commencé. Donc j'ai lu le tome 1 et le tome 2, c'est par des auteurs italiens. Il s'agit de la série Violette autour du monde, donc c'est de Radice Turconi, c'est paru aux éditions d'Argo. Donc le premier tome s'appelle Ma tête dans les nuages et le deuxième, La symphonie du nouveau monde. Alors donc ça c'est vraiment ma découverte bande dessinée jeunesse de cette fin d'année, c'est juste génialissime. Je vous montre tout de suite quelques illustrations du premier tome. On est sur des tons vraiment très pastel et on y suit le personnage de Violette qui est cette petite fille qui est fille de forain. Elle grandit dans le cirque de la lune et donc évidemment ce cirque est itinérant, elle voyage énormément, elle va dans plusieurs villes et donc chaque tome c'est une ville, un pays différent. Donc dans le premier tome on est à Paris, surtout la rencontre entre Violette et un certain monsieur qui s'appelle Henri de Toulouse-Lautrec. Ce que j'aime beaucoup dans cette série de bandes dessinées, c'est qu'on a de beaux messages de tolérance, on a de l'humour, on a de très beaux dessins. C'est vraiment une bande dessinée qui m'a captivée, qui m'a transportée dès les premières pages et on rencontre à chaque fois dans chaque tome un personnage artistique connu, donc ici Henri de Toulouse-Lautrec, quand même un grand peintre, et on apprend des choses mine de rien sur ce peintre qui n'était pas forcément aussi bien vu au début de sa carrière qu'il peut l'être maintenant. Violette va se retrouver en plus de ça mêlée dans toute une série de péripéties, d'aventures. Ça se déguste vraiment tout seul, c'est génial. Et dans le deuxième tome qui s'appelle La symphonie du nouveau monde, le cirque du soleil se trouve aux États-Unis et va bientôt passer la frontière, donc certaines personnes vont essayer de bénéficier de ce passage de frontière. Je vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler. Et là encore, à travers ce personnage, à travers cette histoire, on a de très beaux, de très forts et importants messages de passer. Je vous en dis pas plus bien sûr. Dans le premier tome, avec Henri de Toulouse-Lautrec, on parlait un petit peu plus de l'art de la peinture et là on est plus dans la musique puisque notre protagoniste, Violette, va faire la rencontre de Antonin Dvorak, je suis désolée si je prononce mal, je suis presque sûre que je prononce mal, qui est un compositeur que je ne connaissais absolument pas avant de découvrir cette bande dessinée. Donc c'est toujours sympa de découvrir des grands artistes, de découvrir des grands noms comme ça, d'en apprendre un petit peu plus et d'enrichir sa culture générale. Et je vous l'ai pas montré dans le premier tome, mais à chaque fois la personnalité qu'elle rencontre, vous la retrouvez à la fin de l'album avec une toute petite biographie qui en dit un petit peu plus sur ce personnage-là et c'est vraiment chouette, très bonne découverte. J'avais jamais entendu parler de cette bande dessinée, mais elle vaut vraiment le détour. Et on termine enfin cette vidéo qui est vraiment extrêmement longue, je suis désolée, avec la dernière bande dessinée que j'ai lue. Il s'agit de Ce qui reste, c'est de Busquet et Xul, paru aux éditions Delcourt. Alors dans cette bande dessinée, on va parler d'enfants qui disparaissent pour aller sauver un autre monde. Ça fait quand même pas mal penser à l'histoire de Peter Pan, des enfants qui une nuit, un monstre ou quelque chose, une créature vient les voir et leur dit oh, on a besoin de toi pour sauver tel univers, faut absolument que tu viennes. Ces enfants disparaissent, on vit tout un tas d'aventures, mais cette fois-ci, dans cette bande dessinée-ci, les auteurs ne vont pas nous montrer les folles aventures que vivent ces enfants, comment ils sauvent tout un monde, ils vont nous parler de leurs parents. Ces parents qui du jour au lendemain perdent leur enfant, qui parfois après avoir vécu leurs aventures vont revenir, ce qui va entraîner tout un tas de conséquences, enfin bref. Ces parents qui perdent leur enfant du jour au lendemain sans aucune trace, sans aucune explication, le désarroi dans lequel ils se trouvent. Et je trouve que c'est un point de vue vraiment très intéressant, j'aime bien les illustrations, même si j'avais peut-être un petit peu de mal avec les visages, je sais pas, je pense que les personnages n'ont simplement pas de menton et pas vraiment d'expression faciale, il y a un petit quelque chose qui m'avait dérangé au niveau des visages, mais sinon les tons choisis, les couleurs, l'histoire, j'ai vraiment beaucoup aimé cette bande dessinée, même si je pense que je suis passée à côté de pas mal de messages qu'a voulu transmettre l'auteur, à côté de pas mal de choses. J'ai pas forcément tout compris, ça partait dans des choses un petit peu compliquées peut-être par moment, ou alors j'avais pas franchement la tête à ça au moment où je l'ai lu. Il a été une bonne lecture, un bon moment quand même. On va notamment y aborder le terme du journalisme à sensation et je trouvais que c'était très bien amené, le fait comment certains journalistes ou certaines personnes même dans l'attente du ragot croustillant à souhait est prêt à inventer tout un tas de trucs, est prêt à briser des familles, à briser des vies. Voilà, on y découvre des personnages qui sont vraiment détestables dans ce livre. Je trouve que ça fait passer un message fort qui est entre autres de vérifier les informations que l'on reçoit et de ne pas prendre tout ce qu'on nous dit pour argent comptant. Voilà, on va aussi y parler de commérage, on va y parler de la famille, on va y parler de soutien, de deuil dans un certain sens. On va voir au fur et à mesure du livre comment les gens qui étaient solidaires à cette famille au début du livre petit à petit vont s'en détourner, influencés par certains échos, par certaines choses.
et vont changer vis-à-vis de personnes qu'ils connaissent depuis des années. C'est un livre qui est plein de mystères, je vais pas mentir, comme je vous le disais, je pense que j'en ai pas compris forcément toutes les subtilités. Je pense qu'il va pas rester longtemps dans ma mémoire, mais le point de vue choisi, j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Si vous avez l'occasion, je vous invite vivement à découvrir quand même parce que ça vaut le coup. Et voilà, ça y est, on y est, on est enfin à la fin de cette vidéo. Si vous êtes encore là, si vous avez tenu jusque là, merci beaucoup, j'espère que vous avez passé un bon moment, que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez ou ce que vous avez lu dans les commentaires, c'est toujours un plaisir d'aller échanger avec vous par ici. Et bien sûr, si vous avez lu l'un de ces livres ou si vous avez envie de lire l'un de ces livres, n'hésitez pas à venir le dire par ici aussi. Pour ma part, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais comme d'habitude à tous plein de bisous. Je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à bientôt sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous. Bye bye.